Nous allons continuer maintenant avec une autre oubliée de l'histoire littéraire française au XXe siècle. Nous arrivons aux années folles et il s'agit de René Dunant, dont la personnalité et la biographie sont très mystérieuses. La biographie d'ailleurs semble à peu près impossible à établir tout à fait précisément puisque la quasi-totalité de ses archives ont été détruites. Mais il nous reste ces livres réjouissants et dans lesquels on trouve cette volonté démesurée de plaisir dont Camille Koskas a choisi de nous régaler. Camille est professeure agrégée de lettres modernes et elle a consacré sa thèse à Jean Paulhan. Elle a aussi beaucoup travaillé sur les écrits érotiques féminins et je cite particulièrement un article sur une autrice beaucoup trop méconnue qui est Janine Epli, qu'elle avait publié dans la revue Littérature en 2019. Et sa connaissance approfondie des textes érotiques lui a permis de réaliser avec Romain Henriquez une anthologie des écrits érotiques de femmes qui a reçu, excusez du peu, le prix Sade en 2024. Et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs et aux organisatrices de ce festival. Je suis très heureuse d'être là. Merci à Frédéric Maget pour son invitation. Alors, cette intervention m'a permis de me replonger dans le travail que nous avons mené avec Romain Henriquez pendant 5 ans. La parution de cette anthologie, Écrits érotiques de femmes, qui comprend 700 textes écrits par 200 autrices du Moyen-Âge à nos jours. Et je dois dire qu'à titre plus personnel, c'est un travail qui m'a encouragée, qui m'a accompagnée 5 ans et qui m'a encouragée à écrire moi aussi un roman sur le désir féminin à paraître en août au Nouvel Attila. Et c'est vraiment en prenant conscience de la diversité des manières dont les autrices se sont saisies de la question du désir féminin que je me suis autorisée à me lancer à mon tour dans la fiction. Alors, j'ai choisi d'évoquer René Dunant aujourd'hui, d'abord parce que c'est une figure du XXe siècle qui est restée injustement dans l'ombre, et dont les œuvres font d'ailleurs depuis quelques années l'objet d'une campagne de réédition. Chez les Plumés ou chez les Véliplanchistes en 2020 pour un des textes dont je vais parler, La culotte en jersey de soie. Et ensuite parce que 2 de ces textes dont j'aimerais parler aujourd'hui m'ont semblé particulièrement remarquables. L'un d'entre eux, c'est Les Caprices du sexe, qui est paru en 1928, remarquable pour son audace dans l'évocation du désir féminin, qui a valu à René Dunant d'être parfois présentée comme la première femme à publier des romans pornographiques. L'autre, La culotte en jersey de soie, qui est un texte paru en 1923 et qui a fait donc l'objet de cette réédition, que j'ai choisi parce que Dunant y évoque, par le biais d'une fiction militante, les tentations prédatrices auxquelles le corps des femmes se trouve confronté de manière systématique. Donc 2 versants pour explorer la question du désir féminin, l'un très sombre et l'autre beaucoup plus lumineux. Alors la vie de René Dunant est très mal connue, je vais pas m'y attarder. Sa correspondance est dispersée et ses très nombreux pseudonymes brouillent les pistes. Elle est née en 1892, c'est une journaliste suractive et une écrivaine prolifique qui a vraiment touché à tous les genres, la science-fiction, le fantastique, l'occultisme, l'érotisme. C'est aussi une militante qui a publié dans de nombreuses revues anarchistes et socialiste et qui a pris position sur différents sujets et entre autres sur la défense du naturisme en 1928. Alors d'un côté, René Dunant a fait paraître de nombreux romans populaires qu'elle se flatte de fabriquer au Quintal et elle est très bonne vendeuse, environ 30 000 exemplaires pour certains de ses romans, comme le rapporte Claudine Brécourt-Viellard qui a fait un article en 2000 sur sa biographie.
Et ces romans connaissent une reconnaissance critique. Par exemple, la Triple Caresse, qui paraît en 1922, est pressentie pour le Goncourt, qu'il n'aura pas. C'est un roman d'apprentissage qui montre les ambitions politiques d'un jeune homme qui est tenté par un programme révolutionnaire et anarchiste de retour en France après la Première Guerre mondiale, sur fond d'intrigues galantes et de débauches dans la nuit parisienne. C'est donc une audace autorisée, c'est d'ailleurs de là que provient la citation de mon titre, une volonté démesurée de plaisir, qui fait contrepoint à des œuvres beaucoup plus crues de ton, écrites par Dunant, souvent sous pseudo, la plupart du temps pseudo féminin, celui de Louise Dormienne pour Les Caprices du sexe. Je voudrais commencer par une phrase que je trouve très intéressante que prononce René Dunant au sujet de ses textes érotiques, puisqu'elle se présente comme, je cite, « la seule femme écrivant des romans qui ne tombent jamais dans la sentimentalité, ni dans la tendresse et autres sensibleries », ajoutant « je n'ai d'ailleurs aucune imitatrice, mais des imitateurs ». Alors je voulais m'arrêter quelques minutes sur ce propos avant de continuer. D'abord parce qu'ils font écho à ceux de différentes écrivaines de romans érotiques au tournant du 19e, 20e siècle. Par exemple, Rachilde, dont l'héroïne de Monsieur Vénus entend non sans une certaine misogynie, s'élever au-dessus de son sexe et qui se proclame androgyne des lettres. Ce motif de l'androgyne, qui symbolise l'expression achevée du génie pour le mouvement décadent de la fin du XIXe siècle, n'est pas présent chez René Dunant, mais elle revendique l'ambition d'écrire à côté ou contre le groupe des femmes qu'elle associe à un sentimentalisme un peu naïf. Ça me semble un point d'entrée très intéressant dans notre corpus, tant évidemment la littérature érotique constitue alors un espace défendu pour les femmes. On peut rappeler la déferlante de propos misogynes qui frappe les écrivaines au XIXe siècle. Plusieurs critiques comme Edmond de Goncourt considèrent les autrices comme des figures de l'anomalie génitale, des hommes manqués. Et face à cela, certaines autrices choisissent de mettre en avant leur identité de femme et d'autres, au contraire, se détachent de cette identité, comme René Dunant, qui place les femmes du côté d'une sensiblerie qui serait immédiatement liée à leur genre et dont elle-même ne parviendrait à se détacher que par sa force de caractère. Alors, j'aimerais replacer ce propos de René Dunant dans une perspective plus large, à travers l'évolution de notre projet d'anthologie et de ma propre attitude face au texte, puisqu'au début, j'avais à cœur de trouver chez les femmes la même crudité de ton que chez les écrivains érotiques hommes. Je pensais que ces textes avaient été éliminés des anthologies existantes, et l'idée que les femmes n'emploieraient pas un langage aussi cru et direct que les hommes me semblait relever d'un essentialisme un peu simplé. Et puis j'ai évolué à la lecture de notre corpus. Alors je ne pense pas du tout que les femmes écrivent de manière moins crue et moins directe que les hommes, mais je constate que les textes qui nous sont parvenus, à trouver un espace de publication et à se frayer un chemin vers nous, ont longtemps été effectivement moins directs dans l'expression que ceux des hommes. Je pense, à la fois pour des raisons éditoriales, évidemment, puisqu'il faut pouvoir accéder à un espace d'expression, mais aussi, et on en parle depuis ce matin, parce que le désir féminin s'écrit systématiquement face à l'obstacle. L'obstacle, c'est la difficulté à accéder à un savoir amoureux, le poids d'une éventuelle grossesse, les violences masculines, le blâme social, etc. Je voulais aussi, mais j'aurais peut-être pas le temps, parler de l'alliance que René Dunant évoque entre le sentiment amoureux et le désir sexuel sous des plumes féminines. Là aussi, cela me semblait relever d'un préjugé et d'une reconstruction a posteriori de cette histoire. Je pensais à Saran Alexandrian, qui use de ce genre de propos rétrogrades dans son histoire de la littérature érotique, qui fait date, par ailleurs en 1989. Je cite « Il vaut mieux qu'une femme de lettres se limite au genre sentimental où le génie féminin excelle ». Et c'est contre cette histoire que j'avais d'abord envie d'écrire notre récit. Mais j'ai dû reconnaître, alors évidemment il y a des exceptions, mais à la lecture des textes, que ceux-ci ont longtemps exprimé cette affinité culturelle entre l'expression du désir féminin et le sentiment amoureux.
L'inflexion se fait évidemment bien avant René Dunant, je dirais à la toute fin du XVIIIe siècle, et c'est alors que des figures de libertines, détentrices d'un savoir érotique acquis au fil d'un parcours initiatique, et bien décidées à multiplier les partenaires sexuels sans embarras sentimentaux, font leur apparition, et entre autres dans les romans de Choiseul-Meuse. Alors, l'héroïne des Caprices du sexe se situe dans cette lignée, et elle exprime vraiment la volonté de dire le désir féminin dans sa puissance et dans sa crudité. L'héroïne, Louise de Besquier, arrive à Paris, elle est bien décidée à y vivre en femme libre et à y explorer le plaisir sous toutes ses formes. Avant son départ, la jeune femme observe un couple de paysans faire l'amour. C'est une scène d'initiation, de voyeurisme qui lui sert d'initiation. Et c'est une description qui est très crue, qui est presque technique, et qui va mener l'héroïne à de nombreux questionnements sur le plaisir. Elle observe la femme prodiguer une fellation à l'homme qui était resté insatisfait jusqu'ici, et elle en déduit qu'il y a obligation pour la femme à faire jouir son partenaire. Je cite, « Il lui faut faire jouir, selon la formule, son adversaire, sinon elle avouerait son incapacité de donner au mâle ce qu'ils attendent des femmes. » La jeune femme perd ensuite sa virginité auprès d'un ouvrier, et elle en éprouve une crainte terrible, elle parle même d'une épouvante, de la grossesse qui la poursuit jusqu'à Paris, où elle se rend. Donc on voit que dès le début, René Dunant évoque vraiment de manière très réaliste les obstacles auxquels est confrontée une femme qui souhaite vivre librement sa sexualité. À Paris, Louise est victime sans cesse de la violence des hommes, elle est spectatrice d'une société qui est dominée par la luxure, et elle est persuadée que cette violence fait partie intégrante des rapports amoureux. Elle décide donc de se prostituer pour tirer profit des appétits des hommes. Cela correspond paradoxalement pour elle à une forme de prise de pouvoir, puisqu'elle impose maintenant aux hommes qui cherchent à la dominer ses conditions. Et c'est l'occasion pour René Dunant de tracer une sorte de catalogue qui propose au lecteur, à la lectrice, une large palette de fantaisies sexuelles, zoophilie, ondinisme, scatophilie, sadomasochisme, et j'en passe. La scène qui m'a vraiment frappée dans ce texte, que j'ai trouvé extrêmement originale, la scène que j'ai trouvée très originale, elle se joue du côté masculin. Elle met en scène un médecin qui est fou amoureux de Louise et pris d'une rêverie érotique dans laquelle il devient par l'imagination la vulve de Louise qu'il décrit avec une précision de médecin. Je cite, « Deleuze était une vulve pensante ». Et il reconstitue, toujours avec ce vocabulaire scientifique, la pénétration et le plaisir féminin. Un liquide séreux filtré à travers les glandes ovariennes, et cela aussi était projeté comme pour accompagner l'éjaculation mâle, tandis qu'une sorte de tremblement courait jusqu'au bulbe rachidien, portait la douleur et à la jouissance intimement mêlée. Donc il y a une sorte de fascination chez René Dunant pour cette écriture très médicale. Elle-même rapporte dans une lettre à René Boilève la fascination qu'elle a ressentie à 14 ans, elle était au couvent, en assistant à l'autopsie d'une abbesse morte dont le poignet a été sectionné et le cœur enlevé à des fins de conservation si jamais elle se trouvait canonisée. J'ai trouvé cette scène très intéressante parce que grâce à la circulation des points de vue, elle réécrit complètement une scène de pénétration qui pourrait sembler banale, puisque par la force de l'imagination érotique, ce Deleuze est à la fois l'organe, la femme pénétrée, l'homme qui pénètre et le spectateur masculin qui contemple le corps qu'il aime. La jouissance féminine est donc à la fois l'objet d'un savoir, celui du médecin, et d'une rêverie douloureuse, puisque la femme aimée lui échappe. On voit aussi ici que cette crudité médicale est une sorte de tremplin vers la rêverie amoureuse, ce qui rejoint une des questions importantes de notre corpus, à savoir l'accès au savoir érotique, qui est essentiel. Alors évidemment, c'est une étape souvent obligée dans les romans érotiques, mais pour nos héroïnes, elle se double elle a une importance vitale qui est de pouvoir sortir de l'ignorance et accéder à cette connaissance amoureuse. C'est une des scènes topiques que nous avons relevées au XIXe siècle, c'est la scène de lecture, où le livre assume une fonction pédagogique, éclairante, représentant une étape essentielle dans l'initiation.
Chez Dunant, ce qui est intéressant, et c'est assez neuf, voilà, assez propre au début du XXe siècle, c'est le fait que ce savoir est beaucoup plus scientifique, plus expérimental, et qu'il traduit souvent le désir de trouver une articulation entre le savoir livresque et la vie. Alors ainsi, une des héroïnes de La culotte en jersey de soie, l'autre texte dont j'aimerais parler, affirme « Un seul désir me tenait sans répit, étendre mon savoir touchant surtout ce que les romanciers ont nommé le document humain. J'aimais à superposer la réalité aux conceptions livresques. » Alors ce texte, dont je vais à présent parler, donne à la réflexion sur le désir une dimension qui est plus nettement militante. Dans ce texte, René Dunant utilise la structure de l'heptaméron de Marguerite de Navarre, mais qu'elle va infléchir dans un sens militant. Ce ne sont pas des aventures galantes que vont se raconter les 5 devisantes réunies ici. Il y a aussi ils sont 11 en tout, donc il y a aussi des spectateurs. Mais ce sont des situations où elles se sont senties gibier pourchassé, je cite, par la lubricité masculine et dont elles ont su triompher. Et Dunant ouvre, donc on comprend bien pourquoi le texte a été republié récemment, dans une perspective ouvertement militante. Et Dunant ouvre son texte en annonçant des aventures quotidiennes au point que nul ne les remarque en temps normaux, soulignant combien toutes les femmes sont susceptibles d'être inquiétées dans une société qui est indifférente, voire complice des violences masculines. Je cite, « Eh bien, chacune et chacun de nous a vécu quelque aventure, le plus souvent d'ordre galant, et mettant en scène la défense des jeunes filles encore intactes contre la cupide sexualité des hommes. » Alors cette jeune femme compte ainsi une tentative de viol par 3 soudards qui l'ont séquestrée, et comme dans l'histoire de l'âne de Buridan, ils ne peuvent décider qui aura, entre guillemets bien sûr, la primeur d'abuser de la jeune femme. Et elle parvient à s'échapper. Une fois rentrée chez elle, elle entame une danse de triomphe et chante une comptine satirique de sa composition. Ce ton apparemment léger pour un sujet aussi grave ne doit pas nous abuser, puisque René Dunant élabore à travers les réactions de ces devisantes une critique vigoureuse, non seulement des comportements individuels, mais aussi de la société qui les tolère. C'est d'abord la justice qui est aveugle aux agressions sexuelles, qui est visée, je cite, « On maintient l'impunité des satyres et des florateurs, et cela se fait en tenant les questions sexuelles dans l'ombre. On ne saurait donc se livrer à des enquêtes judiciaires et constituer des dossiers sur cette matière estimée honteuse. » C'est ensuite l'hypocrisie d'une société qui, en cachant qui est donc critiquée, société qui cache la sexualité sous un triple voile, selon les termes de René Dunant, et qui empêche donc de traiter au grand jour les crimes sexuels. Et enfin, troisième point, c'est aussi l'éducation des jeunes filles qui est mise en cause, ce que René Dunant appelle notre élevage, le dressage, je la cite encore, pour la nuit de noces, et le principe de l'obéissance passive dans le mariage, qui sont des actions catastrophiques. Alors, de manière peut-être plus originale par rapport à l'ensemble de notre corpus, c'est la représentation sociale de la femme et du désir féminin, surtout chez les jeunes filles, qui est fustigée par l'écrivaine. Alors, elle remarque le fait que la plupart des mâles, comme elle dit, afin d'apaiser une conscience qui risquerait malgré tout d'être troublée, prisent la chasteté des jeunes filles tout en leur prêtant des vices vertigineux, je la cite à nouveau, qu'ils ne feraient donc que satisfaire. Elle anticipe ici et démonte le mythe de la jeune fille qui serait perverse et secrètement complice des convoitises masculines. L'une des devisantes affirme ainsi que, même si elle est loin d'être chaste, elle refuse d'alimenter la croyance au désir incoercible des femmes, croyance que les hommes utiliseraient pour justifier leurs propres abus, mais aussi, selon elle, pour se prêter un rôle civilisateur. Et cette devisante dénonce aussi les injonctions contradictoires qui pèsent sur les femmes, je cite, « Vous abrutissez les fillettes de défense et les jeunes femmes de licence, vous voulez l'épouse éduquée de telle façon qu'à votre gré elle soit chaste comme une moniale à minuit moins 5, mais puisse être animée de toute la ferveur corinthienne à minuit juste. » Alors,
Ce qui apparaît remarquable chez Dunant, c'est vraiment la description de ces multiples facettes de ce qu'elle nomme un système, et dans lequel elle fait le lien entre l'oppression politique et la domination sexuelle. Donc, dans ce cadre appréhendé de manière politique, le désir féminin ne peut s'épanouir que dans un espace ténu, continuellement menacé par l'ordre patriarcal, au point qu'il semble parfois plus prudent de renoncer et de vivre, je cite toujours cette devisante, enfin une autre devisante, en dehors des appétits de l'homme. Le certain, dit-elle, est que l'idée des désirs féminins toujours irrésistibles et inapaisables est une blague, affirme-t-elle, ce qui offre un contrepoint à la carrière amoureuse de Louise dans Les Caprices du sexe, héroïne qui était, elle, bien décidée à explorer toutes les facettes d'un désir toujours en éveil. Alors, pour conclure, Renée Dunant est une autrice qui est remarquable par cette réflexion qu'elle engage sur le désir féminin. Elle refuse de le considérer comme une simple aventure individuelle, mais elle cherche à examiner les conditions collectives, sociales, morales qui en rendent la résolution possible. Les Caprices du sexe montrent les obstacles auxquels est confrontée la femme décidée à explorer librement son désir amoureux, comme le font au début du XXe siècle d'autres écrivaines, par exemple Lucie Delarue, le titre de son livre « Marie, fille, mère » parle de lui-même, écrivaines qui choisissent de peindre de manière vraiment réaliste et concrète les obstacles que rencontrent des héroïnes décidées à assumer librement leurs désirs. Dans La culotte en jersey de soie, Dunant critique les projections sur la sexualité féminine et dénonce une structure sociale qui autorise aux hommes les violences sexuelles et condamne la soi-disant immoralité des femmes libres. Alors la solution serait-elle dans le choix que fait une des devisantes et qui consiste à se passer des hommes avant que la société n'engage une réforme profonde. Alors l'œuvre trace évidemment d'autres voies pour les femmes, emménageant des espaces de libre circulation de la parole qui permettent la confidence et la sororité, en prenant l'accès à une connaissance amoureuse et en faisant la peinture des élans du corps sans idéalisation. Le fantasme de Deleuze, qui accepte que Louise ait pu vivre librement ses fantasmes avant de l'épouser, ouvre aussi une voie de communication entre les sexes à travers la rêverie érotique. Le temps de cette rêverie, l'homme n'est plus roseau pensant, mais vulve pensante, miracle de l'imagination et de la littérature. Merci beaucoup à Camille Koskas de nous avoir restitué cette personnalité vraiment tout à fait exceptionnelle de Renée Dunant. Je ne me résigne pas à ce que vous ne lui posiez pas au moins une question. Nous avons le temps pour une question. Une question ? Oui, vous avez évoqué le fait que Renée Dunant dénonçait l'éducation des petites filles et leur soumission à certains stéréotypes qui proviennent de cette éducation et qui pourraient être résolus dans une réforme profonde de la société. Donc, mais parle-t-elle du rôle de l'éducation des petits garçons ? Parce que eux aussi, je pense, sont victimes de stéréotypes et sont victimes du paternalisme. Voilà. Est-ce qu'elle y fait allusion et est-ce que vous auriez quelque chose à dire à ce sujet ? Alors, dans le texte, la culotte en jersey de soie, c'est vraiment la question de l'éducation des jeunes filles qui est posée. Et puis la question évidemment qui donc concerne l'éducation de tout le monde, puisque il y a la question des stéréotypes sur les jeunes filles et sur leur hypersexualisation. Mais il n'y a pas de focus sur l'éducation des garçons. Nous allons, donc je remercie vraiment beaucoup Camille, dont je rappelle que vous trouverez sur le Salon du Livre l'anthologie qu'elle a dirigée avec Romain Henriquez,